Ok, troisième épisode de notre podcast. Donc, je suis Nathan de Plus Jamais Faible et je suis avec. Gianni de Train to Summit. Donc, dans cet épisode, on a envie de parler un peu santé et activité physique. Et en fait, ça part du week-end dernier. En fait, je me baladais en ville et j'ai vu une affiche sur un bâtiment où c'était écrit « Les punaises de lit, ça gratte plus le gouvernement que le manque de médecins ». Bon, on ne va pas rentrer dans tout le côté politique, tout ça. Mais en fait, je me suis dit, aujourd'hui, qu'est-ce que font les gens pour être acteurs de leur santé, parce qu'on sait qu'il y a des manques de médecins, tout ça, d'accès aux soins. Donc, concrètement, qu'est-ce que les gens font pour éviter, entre guillemets, éviter ou limiter plutôt ces besoins-là. Ouais, et qu'est-ce qu'ils font aussi pour être en bonne santé? Ouais, voilà, exactement. Donc, j'attaque un peu sur les chiffres ou pas? Ouais, tu peux. Hein. Ok, donc du coup, on a un peu fait des recherches sur ce qu'on appelle les causes de mortalité évitables. C'est dans le nom, c'est les causes de mortalité que tu peux éviter via au final des choses simples que tu peux faire au quotidien. Oui, des choses en fait que là, on va citer, mais qu'il n'y a pas besoin forcément de faire des recherches pour s'en rendre compte. C'est juste pour avoir des chiffres concrets. Au final, c'est du bon sens. Oui, c'est du bon sens, voilà, exactement. Exactement. Donc, déjà, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai pris vraiment les premiers sites avec les premiers résultats parce qu'au final, c'est ce que 90% des gens vont faire quand ils vont taper quelque chose sur Internet, ils vont prendre le premier lien qu'ils trouvent. Donc déjà, on va parler un peu de la cigarette. Donc si tu regardes sur le site de Santé publique France, en 2022, déjà c'est plus de 3 personnes sur 10 qui fument. Et puis le tabagisme, c'est la première cause de décès, évitable. Et j'ai trouvé uniquement les chiffres pour 2015, mais c'est quand même 75 000 décès juste sur l'année 2015. J'aime bien aussi, il donne le chiffre de 6 personnes sur 10 de fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer. Je ne sais pas ce que ça veut dire, souhaiter arrêter de fumer. Souhaiter, c'est dans les 10-15 ans qui suivent en général. Ouais, voire 20 ans. Voilà. Bref, voilà, ça me fait sourire, mais au final, c'est pas, enfin, comment dire. C'est déjà une prise de conscience quand même. Il faut féliciter un peu cette partie-là. Même si après il faut passer à l'action, tu as quand même une prise de conscience que tu aimerais arrêter quelque chose. C'est ça, exactement. C'est mieux que si tu es dans le déni total en mode je fume et puis tant pis quoi. Exactement. Non, c'est sûr que tu as raison et il faut le souligner. Donc après, ils disent que le vapotage par contre augmente. Mais il n'y a pas trop de chiffres là-dessus parce qu'au final, je pense qu'on n'a pas assez de recul vu que c'est quand même quelque chose de récent. Ouais, c'est récent. Après, il y a quelques chiffres positifs, on va dire. sur les dernières années, on a une baisse de 3% donc de fumeurs chez les adultes, une baisse de 10%, chez les 17 ans. Voilà, bon bref, on sait que la clope, c'est un truc qui est assez commun, qu'on voit partout en fait. Ouais. Et je sais pas toi, mais moi quand j'étais déjà au collège, j'avais des potes qui fumaient. Oui. Dès la 5e, 4e. Moi j'avais j'étais en peut-être 4, 5e. Ouais, 3e. Non, 4, en 5e, 4e, et il y avait les 3e, ils roulaient dans les salles d'études quoi. Enfin, ouais, c'est pas normal. Moi je trouve ça grave. Ouais, voilà. Dans mon entourage, il y a des gens qui ont commencé à fumer à 13 ans et qui ont arrêté à 30 ans. Ils ont arrêté, heureusement, mais t'imagines le nombre d'années passées à fumer. 17 ans quand même. Donc bon bref, voilà. Donc déjà, au niveau de la cigarette, de la clope, du vapotage, pose-toi la question, est-ce que tu fumes et qu'est-ce que tu fais pour essayer d'arrêter de fumer ou d'avoir déjà une prise de conscience, en fait, tout simplement. Et puis, ouais, c'est clair. Et puis souvent, pose-toi aussi la question, qu'est-ce que ça t'apporte vraiment? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te répondre, qui ne savent même pas ce que ça leur apporte, qu'au final, c'est devenu une habitude, en fait. En fait, c'est ça, j'allais dire, ça peut être une addiction, mais en fait, je trouve ça même pire que ça, c'est que ça devient une habitude. Ou alors, ce que les gens peuvent dire, c'est
Ouais, mais c'est pour le côté convivial, le côté social. Mais faut arrêter, t'as pas besoin de te Non. cacher derrière la cigarette pour partager des moments avec Si, les gens. s'il y a besoin pour prendre 5 minutes de pause toutes les 2 heures, Ouais, il faut fumer une bah- clope, sinon on t'interdit de sortir. Bah, prends 5 minutes à faire des pompes et des squats avec tes collègues, tu vois, Tu fais 5 minutes de gainage. et puis bois un café sans ta clope, et puis voilà, t'as aussi le... Enfin bref, voilà, pour moi c'est un peu un prétexte derrière lequel on se cache. Ouais, et puis moi, au-delà de ça, je voulais souligner un truc, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui, des fois, quand tu essaies de leur faire prendre conscience que, bah voilà, tu fumes peut-être un paquet par jour, c'est peut-être pas très bon pour ta santé, et ils te disent très clairement, je m'en fous. Je m'en fous, et j'ai pas d'intérêt de fumer, mais je m'en fous d'arrêter, je vois pas l'intérêt d'arrêter en fait. Ouais, c'est non ça. plus. Et Ou, moi, ou alors c'est pas le moment. c'est pas le moment, ouais, c'est pas le moment, non, en ce moment, tu comprends. Je suis surchargé de boulot. Non mais moi c'est ça m'attriste un petit peu de me dire que quand même il y a des personnes avec qui, même si tu essaies de leur faire prendre conscience de la dangerosité et de la gravité de fumer quand Ouais, même, c'est parce qu'il clair. faut dire que les choses c'est grave, et en fait ils s'en foutent totalement. C'est comme si demain on te disait mets-toi au sport, et que tu fais du sport et tu dis pourquoi tu fais du sport. Bon, je m'en fous, je fais du sport parce que c'est devenu une habitude. Alors qu'on sait tous que quand on fait du sport ou quand on a un objectif sportif, il y a un but derrière. Donc ce serait cool aussi que Ouais, et ces puis c'est- personnes-là qui se disent je m'en fous, essayer déjà de comprendre pourquoi tu fumes peut-être et d'essayer de te dire quelle serait la raison pourquoi je devrais arrêter. Au final le but de fumer, souvent c'est de partager, d'avoir ce moment Ouais. convivial, ou alors des fois c'est de déstresser. Ouais, déstresser totalement. Et au final, je pense que que... c'est ce qui ressort le plus, déstresser. Exactement. Et je pense qu'on est bien placé pour dire que le sport permet de faire tout ça. Oh, ouais, totalement. Et, Ouais, et il permet de faire tout ça, sauf qu'il n'a pas d'impact négatif, il a plutôt un impact positif sur ta santé. bah, si alors on le fait après- intelligemment, oui. Alors après, ça dépend la dose, hein. C'est comme tout, hein. La dose fait le poison. On parlera un peu plus tard nutrition, mais tu as beau manger des aliments sains, si tu les manges en excès, au final, ce ne sera pas sain. Ouais. Ce ne sera pas bon pour ta santé. Mais bon, bref. Totalement. Bon d'ailleurs en parlant de nutrition, il y a un truc qui me vient en tête, c'est des fois on cuisine avec de l'alcool dans nos plats. Ah ouais, enfin, t'as envie de rentrer comme ça dans le sujet de l'alcool. Bah ouais, là je pense la cigarette, on a bien traité tout ça. Au-delà des points négatifs et des points positifs, il y a un deuxième fléau, si on peut appeler ça comme ça, qui est T'inquiète, quand même pas mal présent, l'alcool. j'ai les chiffres. T'as les chiffres? Ok, J'ai les chiffres. bah, Donc, let's go sur l'alcool. hein. Donc toujours selon Santé publique France, ok, encore une fois, j'ai pris le premier site internet. Donc sur l'alcool, donc c'est un rapport de 2020, c'est quand même 41 000 décès par an. Ouais. Juste pour faire le parallèle avec la clope, c'était 75 000 75 décès. 000, ouais. Donc 41 000 décès par an, 16 000 décès par cancer et 9 000 par maladie cardiovasculaire. Donc en fait, c'est pas un décès direct, tu vois, c'est Oui. Ouais, c'est j'ai que le terme en anglais, mort à petit feu. c'est delayed, c'est retardé dans le temps, tu Ouais, vois. puis c'est une mort à petit feu en fait, tu t'éteins progressivement. en Ouais, fait, exactement. Par toi-même. Exactement. Mais au final, un peu comme la clope, hein. Ouais, final- un peu comme au la final, clope, un peu comme la c'est clope. pareil. Mais moi, il y Mais a- attends, simplement, Vas-y. juste pour terminer avec les chiffres, et c'est quand même Ah oui, ok. 32, enfin on va dire 33% des 18-30 ans, donc c'est clairement notre catégorie d'âge, des 33% qui consomment de l'alcool de façon hebdomadaire. Ouais. Et moi déjà, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai aussi pour la clope, mais je trouve ça encore plus vrai pour l'alcool, c'est à quel point c'est banalisé. C'est banalisé. Et tu vois, pour dire à quel point c'est banalisé, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que tu as des gens qui cuisinent avec de l'alcool. Alors, je ne vais pas rentrer, je ne suis pas non plus dans cet extrême-là, ne pas cuisiner avec de l'alcool, ok. Mais je trouve ça grave à quel point c'est banal. Tu vois, bon, toi et moi, on ne consomme pas d'alcool. Non, pas du tout. On fait pas la fête au sens propre du terme. Ça veut dire que le week-end, on ne sort pas pour aller boire des coups avec les copains. Ça ne veut pas dire qu'on ne se voit pas entre potes. Ça veut pas dire qu'on profite pas non plus. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on ne profite pas. On partage des choses, mais on ne partage pas des choses au travers de l'alcool ou d'une clope. Ouais. Enfin, d'une clope, une ou deux ou trois, quoi, t'as compris. Ouais. Ou 20. mais voilà, pour cette tranche d'âge, c'est banal de sortir le week-end et de se mettre une caisse. Je dis pas que tout le monde sort pour se mettre une caisse, mais c'est un truc banal en fait. Non, mais C'est ça qui est grave, je trouve. moi j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est que souvent
tu as des potes qui peuvent très bien tout le temps venir te voir. Est-ce que ça te dit, on se voit, on va boire un coup dans un bar? Ok. Je vois pas l'intérêt forcément d'aller dans un bar, boire un petit coup ou d'aller en boîte de nuit ou quoi que ce soit pour boire de l'alcool, alors que tu pourrais très bien te rejoindre chez toi et faire un truc chill. Enfin, c'est chacun ses goûts en fait, encore une fois. T'es Mais pas obligé de boire de l'alcool quand même, faut ouais, le t'es dire. pas obligé de boire de l'alcool. Tu peux être chez toi en buvant de l'alcool ou chez toi sans boire de l'alcool. Mais il faut arrêter de banaliser le fait que le motif pour se voir et pour se rencontrer et pour retisser des liens d'amitié des fois avec des personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps, c'est aller boire un coup. C'est devenu normal. C'est aller boire un coup. Et en plus de ça, c'est admis socialement que c'est comme ça en fait que tu crées du lien, que tu entretiens du lien, que tu as des relations sociales. C'est aller boire un coup. Et quand tu dis aller boire un coup, ok, je l'ai dit il y a 2 secondes, tu peux boire ce que tu veux, tu n'es pas obligé de boire de l'alcool. Mais le fait est que cette phrase sous-entend aller boire une bière, aller boire un coup quoi. Ouais, aller boire un coup, bah, ça porte bien son nom. Voilà, c'est ça, tu vois. J'ai jamais vu un groupe de potes qui se disent on va boire un coup et ils prennent que de l'eau au bar quoi. Ouais, bah nous on le ferait peut-être. Mais... Ouais, mais dans ces cas-là tu vas pas au bar, tu fais chill chez toi, enfin, tu fais un truc… Bah au final je pense qu'on partage plus à se retrouver ici aujourd'hui. Ouais, de fou. Dans ce cadre assez incroyable, d'ailleurs Croix de Chavannes, on n'en a pas parlé, mais… Pour ceux qui veulent venir voir. Incroyable, Croix de Chavannes, c'est facile d'accès. Mais voilà, en tout cas, je pense pour moi ce qui résume vraiment bien l'alcool, c'est banal. Genre c'est banalisé. À Noël tu bois un coup, au repas avec ta famille tu bois un coup, tu as des gens qui boivent un coup tous les jours. Oui, et c'est même pire que ça. Il y a tu sais, le fameux il faut boire un verre de vin rouge par jour, c'est bon pour la santé. Alors je sais pas d'où vous sortez ça, mais premier truc c'est faux. Et même si c'est ça, c'est parce qu'il y a du tanin. Soi-disant, le tanin, c'est bon pour la santé. Peut-être que le tanin, c'est bon pour la santé, mais tu as de l'alcool dedans. Ouais. Et l'alcool, en fait, va annihiler tous les effets positifs que tu peux retrouver dans le tanin pour le vin rouge, mais tu as aussi la bière d'après-match. Non mais… Alors après, j'entends qu'il y a le côté ça, social. Légendes, hein. J'entends qu'il y a le côté social, mais pour moi, c'est un prétexte. C'est pas un argument, c'est un prétexte. Parce que encore une fois, tu n'as pas besoin de ça pour socialiser, pour partager. Et puis surtout, est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'au final, les gens vont te dire ouais, mais si c'est une fois par semaine, c'est une bière de temps en temps, ça n'a pas d'effet négatif. Le problème, c'est que les effets négatifs de l'alcool, genre, ils sont immédiats, genre pour une toute petite dose. Tu vois. T'as pas besoin d'en consommer beaucoup pour déjà avoir des effets négatifs. Et puis, il n'y a pas que sur le physique, parce que c'est vrai que nous, on est préparateurs physiques, donc on est beaucoup sur ça, le physique. Mais il y a aussi tout le côté mental, cognition. Oui, de fou. Non, mais tout ce qui englobe l'être humain, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, surtout. Et puis là, moi, il y a un truc qui me vient en tête, c'est sur les chiffres. C'est sympa de donner des chiffres, mais sur ces 75 000 décès causés par la cigarette et ces 41 000 décès causés par l'alcool, combien n'ont pas été comptés? Parce que tu ne peux pas savoir que le gars, il a bu toute sa vie. Ou qu'il a fumé toute sa vie. Enfin, je pense que c'est des chiffres qui sont, entre guillemets, justes, mais qu'il faut revoir. Et je pense que c'est rare de dire ça, mais à la hausse. Il faut revoir à la hausse. Ah, c'est certain. C'est certain qu'il faut revoir à la hausse. Parce que comment t'estimes que le gars, il est mort à cause d'une consommation d'alcool hebdomadaire? Si tu le côtoies pas forcément. Surtout quand on l'a dit, c'est que souvent, les décès, c'est pas des décès immédiats, on le sait. Non, ouais, de fou. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est banalisé, parce que c'est pas une cause de décès immédiate. Oui, tu vois, en fait, le seul cas où on pourrait concrètement dire le gars est décédé à cause de l'alcool, c'est lapsus révélateur. C'est le cas où le mec fait un coma éthylique et il meurt derrière. En gros, tu pourrais dire bon bah voilà. La cause principale, c'est le coma éthylique et la consommation d'alcool qui a fait qu'il est mort. Mais quand le gars a bu toute sa vie un petit verre de rouge tous les soirs, est-ce que tu peux réellement dire que c'est l'alcool? On ne sait pas. Selon moi, oui, ça impacte énormément. Il y a des gens qui vont te dire non, enfin voilà. Et au-delà de ça, moi, il y a un truc qui me vient en tête, c'est que au-delà de tous ces chiffres, quand tu parles à quelqu'un, moi perso, dans mes rendez-vous de départ ou dans des discussions avec certains de mes athlètes au tout départ de leur suivi, je fais un état des lieux de leur hygiène de vie. Et quand tu dis est-ce que tu fumes, la réponse elle est très claire. C'est soit oui, soit non. Et quand c'est oui, c'est tant de cigarettes par jour ou tant par semaine.
en paquet ou en nombre de cigarettes. En fait, c'est quand même objectif. C'est un nombre clair. Je fume tant. Quand tu parles à quelqu'un de l'alcool, c'est tellement banalisé que la personne va te dire ouais, je bois des fois dans la semaine, 2, 3 fois. En fait, les gens ne savent pas combien de fois ils boivent déjà par semaine. Donc en fait, c'est quelque chose qui est tellement banalisé que C'est ça. tu ne prends plus en C'est compte. pour dire. Tu ne prends plus en compte, tu fais pas attention, c'est juste ouais, j'en bois un petit peu. Et au-delà de ça, bon, même si dans la cigarette, on peut parler de après tout ce qui est drogue, bœuf, cannabis, enfin voilà, tout ce genre de choses. Au-delà de ça, l'alcool, tu as quand même des degrés d'alcoolémie différents. Enfin, Bien sûr. tu peux boire un rhum ultra fort ou une bière à 7%, c'est pas la même chose quand même. Et donc, c'est pareil, quelqu'un qui dit je bois un petit verre tous les soirs, s'il se boit un petit verre de rhum tous les soirs, ou un mec qui se boit une bière tous les soirs, C'est pas le même effet. les effets, c'est pas les mêmes. Enfin, Mais faut quand même rappeler C'est pas banal. que même avec une petite dose, ça Bah a oui. des effets ouais, négatifs. ça a des effets. Et puis, juste essayer de peut-être, ceux qui ont un problème avec l'alcool ou qui savent qu'ils ont une consommation d'alcool un peu trop élevée, essayer de faire pareil que les fumeurs, ou si tu fumes, essaye de faire pareil que pour tes cigarettes. Essaye de te rendre compte à combien de verres tu bois par semaine, de quel alcool et dans quelles circonstances en fait. Ouais, et combien de clopes, tout Voilà. ça. De Et traquer pareil. en fait. En Voilà. fait, même chose qu'on ferait pour une transformation physique De fou. quand tu veux traquer tes cales, bah traque en fait tes habitudes. Ouais, traque tes habitudes. Et là, en l'occurrence, c'est des mauvaises habitudes. Bah ouais, des effets négatifs, enfin, y a pas... c'est quelque chose de négatif quoi. Alors, je pense qu'il faut aussi qu'on parle un peu de l'addiction. Ouais. Je retrouve pas ma définition de l'addiction. Ah oui, donc j'avais trouvé une définition. Si. Donc j'ai pris une définition sur le Bon, site, pareil, le site du gouvernement. Juste pour qu'on se mette d'accord, c'est que d'un point de vue scientifique et médical, les addictions sont des pathologies cérébrale par une dépendance à une substance ou une activité, pardon, pas une activité physique, j'allais dire. Ouais, parce que l'activité physique en soi pourrait être une addiction. Une addiction, ça peut. Mais en D'ailleurs, tout on cas, fera un podcast là-dessus, je pense. ouais, je pense aussi. Mais en tout cas, l'addiction a bien des conséquences délétères. Donc, Ouais, en fait, c'est ça qu'il faut retenir dans la définition, c'est une substance qui a un effet délétère sur ta santé. ouais, mais du coup, au-delà du côté physique, il y a aussi tout le côté mental. Et ça, on l'admet. On ne peut pas tout régler par le physique. Il y a un moment où si tu vas arrêter de fumer, il ne faut pas juste reprendre le sport. Peut-être Non. qu'il faut te faire accompagner, il faut te faire aider. Il y a des gens qui sont formés pour ça, qui sont spécialistes. Nous, on ne l'est pas. Mais Il y a voilà. des gens qui sont spécialistes là-dedans. Exactement. Mais leur métier. c'est pas parce qu'on l'est pas qu'on peut pas en parler, parce qu'on est quand même dans le sport, et le sport, c'est la performance, mais la base de la performance, ça reste la santé. Ouais, et au-delà de ça, même si tu fais de l'activité physique pour arrêter la cigarette ou l'alcool ou une quelconque addiction, c'est déjà un gros pas vers l'avant, parce que ça veut dire que ton mindset, il est déjà orienté vers la progression, vers le processus de je veux essayer de passer à l'action, quoi. Vers le processus. Vers le processus, retenez bien ce mot. Donc ouais, voilà, enfin, je pense qu'au-delà de l'activité physique, le mindset est tout aussi important, et la psychologie, Ouais, c'est ça, exactement. c'est la base, c'est numéro un. L'activité physique va être accessoire, même si c'est quand même très 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 important. J'ai envie de te dire, quelqu'un peut arrêter de fumer sans faire d'activité physique en étant full focus sur son mindset. Mais quelqu'un qui est full focus sur son activité physique et qui n'a rien à faire de son mindset, il va peut-être pas réussir à arrêter de fumer. C'est sûr. Je suis Donc, d'accord avec toi. Voilà, au-delà de ça. Et puis du coup, là on parle beaucoup d'activité physique et tout, mais si on parle des personnes, si on oublie alcool, drogue, cigarette, si on parle des personnes qui ont un mode de vie ultra sédentaire et de l'inactivité en général, Ouais. c'est une autre cause de comme on appelait ça au début, une cause de mortalité évitable. Ouais, évitable, exactement. C'est une seconde cause qui est évitable. Et le piège est le même que pour la clope ou la cigarette, parce qu'en fait, c'est une mort à petit feu, tu vois. Ouais, une mort à petit feu. Et c'est encore un plus petit feu que pour la cigarette ou l'alcool, tu vois. Et puis moi j'aimais bien ce que tu as souligné dans les études, enfin dans ce que tu as lu, les articles, les études et tout, c'est la relation linéaire
entre le temps de sédentarité par jour et la mortalité. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est frappant, quoi. En gros, ce que ça veut dire, c'est que plus tu es inactif, plus tu augmentes Tes chances de mourir. Ouais, en gros, c'est ça. Voilà, non, c'est ça. C'est ça, il faut dire. un peu cru. Il faut dire les termes. Donc ça, il y a une méta-analyse là-dessus qu'on peut retrouver sur Science Direct, où ouais, voilà, ils disent clairement que le manque d'activité physique entraîne une mortalité précoce. Ah non, mais ça, c'est qu'on a quand même. Ah, je ne sais pas si c'est les chiffres pour la France ou si c'est des chiffres internationaux, mais auquel cas, je trouve que ça ne change pas grand-chose. Mais il y a quand même 50% des adultes qui sont inactifs. Imagine, ça veut dire que là, on est deux. Il y en a un, moi je fais du sport et toi, t'en fais pas. Mais c'est même pas genre ils sont un peu actifs, c'est 50% qui sont inactifs. Bah, en vérité, je pense que de toute façon, il n'y a pas de juste milieu. Tu fais 30 minutes tous les 2 jours, tu es actif, plus que quelqu'un qui n'en fait pas, en fait. C'est sûr. De toute façon, c'est sûr qu'il y a un spectre dans l'activité et l'inactivité. Mais voilà. Et puis, l'activité physique, donc, on vient de le dire, baisse l'indice de mortalité. Et en fait, il y a besoin d'une toute petite dose pour vraiment faire baisser considérablement l'indice de mortalité. En fait, tu vois, ils disent, donc il y a les chiffres de l'OMS, mais en gros, dès 15 minutes à 30 minutes d'activité physique par jour, et les bénéfices sur la santé sont énormes. Et dans activité physique, c'est pas faire du sport, c'est pas aller à la salle, c'est pas s'inscrire dans un club. Si déjà quand tu vas au taf, tu prends ton vélo ou tu marches, et ben déjà ça c'est de l'activité physique. Alors quand tu vas faire tes courses, au lieu de te faire livrer, tu vas au magasin et tu portes tes sacs de courses, c'est de l'activité physique. Tu vas au parc, c'est une dépense énergétique. En fait. Tu vas au parc jouer avec tes enfants, c'est une activité physique. Et d'ailleurs je crois que c'est ça la définition un peu scientifique de l'activité physique, c'est toute activité qui entraîne une dépense calorique, une dépense énergétique. Ouais, de fou. Même si on pourrait dire, assis sur mon canapé, je dépense quelque chose. Oui, certes, mais... Enfin, voilà. Dans cette mini-dose de 15 à 30 minutes par jour ou tous les 2 jours, qui a des résultats énormes, des bénéfices sur la santé. Cardiovasculaire, mental, musculaire aussi. Et au-delà de ça, en fait, c'est que si on va plus loin dans le sport, on prend un débutant. En fait, c'est comme tout. C'est quand tu commences quelque chose, ta marge de progression, elle est énorme. C'est-à-dire, un petit effort va te donner de gros résultats. Tu prends quelqu'un d'expérimenté, un petit effort, il ne va pas avoir de résultats, il va être obligé de produire de gros efforts pour produire de gros résultats. Donc j'ai envie de te dire, si toi, tu es inactif, commence par quelque chose de petit, tu auras forcément des résultats au niveau de ta santé parce que tu passes de rien à quelque chose. Moi j'aime bien, c'est le syndrome de l'athlète sédentaire. C'est Sean Seal, encore une fois, qui parle pas mal de ça et qui en gros dit... T'as beau faire du sport 1h30 par semaine en musculation à très haute intensité ou quoi que ce soit, si 1 heure de basse intensité par semaine a des résultats sur ta santé et sur tes performances physiques, que ce soit vraiment d'un point de vue santé pure et dure, performance dans la vie de tous les jours ou performance en compétition ou quoi que ce soit, et ça veut dire qu'en fait, une mini dose a des résultats. Ça veut dire qu'entre guillemets, tu es en mauvaise santé, quoi. Enfin... Si la plus petite dose a un impact pour te faire progresser, ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose que tu fais mal, quoi. Ouais, en gros, pour expliciter ça, c'est ce qu'on appelle la relation dose-réponse. Ouais, voilà. Et en gros, dans le haut niveau, comment dire, plus tu as un niveau qui est important, plus tu vas avoir besoin d'une dose importante pour avoir des résultats. Ouais. Et donc, si la moindre dose te donne des résultats, ça veut dire, c'est pour dire à quel point tu pars de loin. Ouais. Donc, et que ta marge de progression est énorme. Énorme. Donc ça veut dire que tu es en mauvaise santé. Et je te rejoins là-dessus. C'est un peu le côté, on va dire, un peu négatif du spectre. Mais du coup, tu peux aussi voir le côté positif et te dire, ah ouais, en fait, j'ai une marge de progression qui est énorme. Si déjà faire 15-30 minutes d'activité physique par jour, ça me donne telle progression, si j'en fais un peu plus, t'imagines ? Et le gain que je peux avoir. Et du coup, je voulais donner un peu les recommandations générales de l'OMS. Donc l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Donc, il donne 150 à 300 minutes d'activité physique à intensité modérée par semaine. Et ou bien 75 à 150 minutes d'activité physique à intensité soutenue, encore une fois, par semaine.
Et, et ça rejoint le fait qu'au final, il n'y a pas besoin de faire beaucoup pour avoir des gains. Non, Et c'est mieux que rien. c'est mieux que rien, vraiment. Mais je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est pas assez non Oui, plus. oui. C'est pas assez non plus. C'est pas assez non plus, mais en fait, je pense qu'il y a un exemple qui est très parlant pour expliciter ce qu'on a dit tout à l'heure et ce qu'on est en train d'expliquer là. C'est l'exemple de la force, ok, du soulevé de charge. Un athlète de haut niveau qui a un soulevé de terre, excusez-moi, à 200 kg, et bah, pour passer à 205 kg, il va lui falloir des mois. ok. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui a un soulevé de terre à 50 kg, qui est même pas peut-être 75% de son poids de corps, et bah, pour passer de 50 à 60 kg, donc 10 kg de plus, Il va lui il falloir va une mettre séance. en un mois ou une séance pas, parce une que c'est séance. un petit point technique. Et en fait, c'est que moins tu as d'expérience, plus les résultats sont élevés. Donc, plus on en parlera plus tard, peut-être dans un prochain podcast, mais plus tu as sécrétion de dopamine, donc plus tu es heureux, plus tu as envie de recommencer. Et en fait, c'est un Ouais, cercle dopamine, il y a aussi vertueux, j'ai envie de endorphine. dire. Ouais, c'est clair. C'est un cercle vertueux, pas vicieux, mais vraiment vertueux. Je suis d'accord. Donc, Encore- commence par quelque chose de petit et augmente progressivement. C'est ça. Tu sais, d'ailleurs, il y a ce truc des 10 000 pas par jour là. Tu sais d'où ça Ouais. vient ça? Non, mais. Non. Ça, non, alors, pas. ça, du coup, il n'y a aucun truc scientifique là-dessus. Ah, si, tu m'avais dit ça. En gros, c'est une campagne publicitaire pour le lancement d'un podomètre japonais. Ok. Et en gros, je sais plus, mais leur slogan c'était Ah, avec ce podomètre, vous allez faire 10 000 pas par jour. Et ça, en gros, c'est un truc qu'ils ont lancé pendant la période des JO de Tokyo Ouais. en 1964. Et ouais, bref, c'est marrant que ce truc soit resté aujourd'hui alors que c'est basé sur rien. Ouais, y a Mais pas de- bref, au final, faire 10 000 pas, c'est pas compliqué. C'est 1h30. 1h30 d'activité dans ta journée. 1h30 Ouais, de c'est marche. ça. C'est à peu près ça. Moi, tu vois, avec les clients que j'accompagne, souvent, tu sais, maintenant, tu as l'application santé, tu peux Ouais. voir à peu près, tu estimes à la Oui. louche combien ils font de pas par jour. Et quand ils sont genre à 1000, 2000, je leur dis, OK, je vais pas aller trop vite parce que passer direct à 10 000 pas quand t'en fais que 2000, c'est un trop gros gap, tu vois. Bah et du oui. coup, ça va pas devenir une habitude, ils vont pas tenir le truc. Donc, du coup, je leur dis, OK, eh ben, sur ce premier mois d'accompagnement, on vise juste 5000. Ouais, et puis encore une fois, c'est 5000, c'est une petite dose qui va avoir des bénéfices notables sur ta Voilà. santé. Et des fois, même la petite dose, c'est un gap qui est trop important pour quelqu'un. Et c'est pour ça que Bah, il faut y aller progressivement, surcharge progressive. exactement, c'est ce que j'allais dire. Et là, c'est même pas tant surcharge progressive pour exposer progressivement nos corps, notre organisme à des contraintes. C'est exposer progressivement notre mental à des contraintes. Ouais, C'est juste pour qu'il y ait une adhésion sur le long terme. Ça, c'est- c'est c'est- ultra important, Voilà. l'adhésion sur le long terme. Et puis, encore une fois, surcharge progressive, c'est aussi savoir où tu es. Comme tu dis, si quelqu'un fait 1000, 2000 pas par jour et que le lendemain, tu lui dis d'en faire 10 000, ça va peut-être faire beaucoup. Si tu lui fais un petit gap à 3000, 5000, progressivement, on a pris en compte son passé, ses capacités pour, au final, l'augmenter progressivement et perdurer dans le temps, en fait. C'est super important de perdurer dans le temps. Je parle un peu des personnes un peu plus âgées. Ouais, sur les rhumatismes, ouais. Rapidement, mais c'est pareil. Une nouvelle fois sur Science Direct, il y a une super méta-analyse là-dessus sur ce qu'on appelle les rhumatismes inflammatoires chroniques. Donc en gros, c'est toutes les douleurs qui sont liées à l'âge. Et le problème de ce truc, c'est que nos petits vieux, alors en gros, plus ils ont de rhumatisme, en gros, plus ils vieillissent, plus ils ont de douleurs liées à ces rhumatismes. Et donc plus ils sont sédentaires. Ouais. Et Ce qui peut, entre guillemets, être compréhensible. Quand tu as mal, exactement. ton cerveau te dit et te fait Exactement. comprendre qu'il ne faut pas que tu bouges. Mais tu vois, on en a parlé un peu dans le podcast sur la blessure, c'est Ouais. qu'au final, on ne s'arrête pas quand on est blessé, Non. on adapte, on fait différemment pour pouvoir reprendre. Et dans cette méta-analyse dont je suis en train de parler, voilà, ils mettent bien en avant que l'activité physique va améliorer tes douleurs. Et améliorer tes douleurs, ça veut dire les réduire. Souvent, améliorer Oui. ces douleurs, les gens peuvent penser que ça augmente les Non, douleurs. non, Non, c'est améliorer diminuer, les douleurs, voilà, diminuer ça les baisse douleurs. les douleurs. Et puis surtout, tu vas augmenter la fonction du corps. Donc déjà aujourd'hui, avec toutes ces connaissances-là, et puis nous, nos connaissances sur le travail articulaire, déjà on sait qu'on peut aider ces gens-là. Oui, et puis je pense que pour ce genre de personne qui a des rhumatismes, tu vois, le travail articulaire, il est très 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 intéressant. Parce que c'est en fonction de comment tu le fais évidemment. C'est simple à mais faire. C'est simple et c'est quand même un travail que tu peux faire doucement. Mais c'est du Exactement. mouvement. Mais c'est du mouvement. Ça dépend de ton intensité, encore une fois, sur le spectre où tu te situes. Mais si on prend des racks
juste en routine matinale, En rotation articulaire rotation contrôlée. articulaire contrôlée, en routine matinale, c'est du mouvement. C'est du C'est mouvement, du et tu mouvement, l'adaptes à tes capacités, donc tes amplitudes, ton intensité. Voilà, c'est tes douleurs si tu en as. que des choses subjectives, mais moi je pense que le subjectif à ce niveau-là, c'est ce qu'il y a le plus objectif. Oui, et puis encore une fois, c'est une dose minimale que si tu ne fais pas, tu n'as pas de résultat, tu l'as fait un petit peu, tu as quelque chose. Exactement. Donc, autant en Tu profiter. as quelque chose j'ai et envie de te puis tu l'entretiens. Donc Et- bref, pour rester juste sur les rhumatismes, en Ouais. gros, tout ça, les douleurs en gros liées à l'âge, bah voilà, c'est une population qui devient de plus en plus sédentaire parce qu'ils sont freinés par la douleur, mais il y a aussi tout ce qui va être un peu manque de motivation, l'absence de structure, mais aussi d'encadrement, et puis surtout le manque d'information. On Ah, n'en le parle, manque on d'information. n'en parle pas du tout. Et en fait, pour moi, ça rejoint tous les domaines. J'espère que je ne vais pas trop vite et que je ne te coupe pas ce que tu voulais dire, mais pour moi, ça rejoint en fait le problème fondamental de base. Donc, je vous rappelle la petite citation, là, le fait que les punaises de lit, ça gratte plus le gouvernement que le manque de médecins. C'est qu'au final, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, les gens, ils se plaignent de ça. Je ne vais pas dire s'ils ont raison ou tort, on s'en fout, c'est pas le sujet, mais c'est qu'est-ce que tu fais sachant que on manque de médecins aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais pour ta santé concrètement? Qu'est-ce que tu mets en application? Parce que du coup, fumer, boire et avoir un comportement sédentaire. On n'a pas parlé de la nutrition et de la malbouffe, On en parlera pas à la fin. mais je pense que ça va être trop long si on rentre là-dedans. Mais Ouais. déjà, mange juste suffisamment et équilibré et fais attention à tes macronutriments. On fera peut-être un podcast sur la nutrition un Ouais. jour. Mais en fait, déjà ça, c'est des choses simples où la dose en fait est petite et tu peux déjà avoir des résultats de ouf. Ouais, de fou. Et du coup, ce qui serait intéressant, c'est que toi, tu avais souligné un truc, on en parlait quand on parlait du podcast, c'était des déserts médicaux en fait. Ouais. Et je trouve ça intéressant de parler de ces déserts médicaux, en fait, qui est dans la citation que tu as croisée dans la ville, là, sur l'affiche dans la ville. Ces déserts médicaux, imaginez-vous que vous êtes dans un désert médical, qu'est-ce que tu fais Médical. concrètement? Ouais, Dans un un désert désert. médical, ouais, effectivement. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour être en bonne santé? Même si, attention, depuis le départ, on parle de choses qui influent la santé, t'as beau être en bonne santé, on connaît tous une personne qui a fait du sport toute sa vie, qui a bu de l'eau toute sa vie, qui n'a jamais fumé et qui malheureusement a un cancer. Bah oui, c'est une mutation génétique. C'est sûr, ça arrive. Ça arrive. Mais je crois que justement, il y a le côté génétique et le côté héréditaire. Et Ouais. je me souviens plus exactement, mais il me semble que le côté génétique, en fait, au final, tu as la main dessus via tous tes comportements et tes habitudes, oui. justement. Bah oui, les mutations. Et, Tout ce que tu fais impacte les mutations génétiques. et au De ouf. niveau cellulaire, tu as des mutations en permanence, Bah là, tous les jours. là, actuellement, tous les t'en as jours. une. Non, Là, mais vraiment. je mute, regarde. mais Oh c'est mec, vrai. qu'est-ce qui m'arrive? Non mais c'est vrai, en Mais vrai, c'est voilà, vrai. on rigole, mais c'est la vérité. Le soleil impacte, parce que le soleil aussi, une exposition au soleil tout le temps, ça peut être cancérigène. Enfin, Mais du coup, tu peux avoir des petits comportements. Et là, on parle de choses simples, hein, l'activité physique et tout ce qui peut graviter un peu autour. Tous ces petits comportements-là vont en fait aller dans le bon sens. Après, encore une fois, tu n'es jamais à l'abri que un jour, tu as un cancer et tu ne sais pas pourquoi. Alors que tu as fait les choses ultra bien, tu vois. c'est la vie en fait. C'est la vie. Enfin, il y a des moments où tu as beau faire tout ce que tu veux de bien et ça ne fonctionne pas. C'est dans plein d'autres domaines autres que la santé et le sport. Donc voilà, enfin. Mais j'ai envie quand même de remettre l'église au milieu du village en disant mets toutes les chances de ton côté Ouais, c'est ça. pour éviter. Tu sais que le risque, il est démultiplié si tu fumes, tu bois de l'alcool et que tu es sédentaire. Et puis, est-ce que c'est vraiment profiter de ta vie, tu vois? Souvent, l'argument des gens, c'est ça. Ouais. Hein. Ouais, mais je profite, je suis jeune. Ah ok, donc pour toi, profiter de la vie, c'est la consommer en fait. Ouais, voilà. En fait, encore une fois, on en revient au tout départ, perdurer. Il faut perdurer. Ouais. Il faut perdurer. Je sais pas s'il faut, si ton objectif. Oui, si ton objectif, c'est pas de mais- perdurer. Mais certes, moi, en tout cas, je sais que mon objectif, il est de perdurer. Et quand j'aurai 40, 50, 60 ans, je veux pouvoir me dire, je peux encore faire ça à cet âge-là. Ouais. Parce que je sais que l'âge fait que mes capacités, elles baissent, que forcément ma santé se détériore. Mais je peux mettre toutes les chances de mon côté pour être encore capable de faire des choses et en fait encore profiter de la vie. Ouais, de fou, de fou. Moi, pour finir ce podcast, j'aimerais juste qu'on donne aux gens et qu'on essaye de eux les impliquer dans le podcast aussi, les écouteurs, Les auditeurs, les ouais. auditeurs, voilà, pardon. Ah, les écouteurs, c'est ce que tu mets dans l'oreille. Bien vu. Non mais pour les auditeurs, un peu voir les piliers pour être en bonne santé, pas pour prendre soin de sa santé, pour être acteur de sa santé, et ce qu'on vient de dire au tout départ, quoi. Le sujet du podcast, sont-ils vraiment acteurs de leur santé?
Et je pense que sur ces 3 piliers, il faut déjà qu'on commence par le sommeil, qu'on vienne un petit peu très brièvement sur l'alimentation parce que ce n'est pas notre métier. Pourquoi pas faire un podcast plus tard dessus avec nos connaissances. Et puis pour finir, là on va le plus débattre et là on va plus donner d'informations, c'est l'activité physique en fait. Parce que tout le monde voit l'activité physique comme étant… une corvée. Voilà, une corvée, sportif de haut niveau. Non mais je m'entraîne tous les jours. Non, on va t'arrêter ça tout de suite. Il y a plein de choses à faire avant d'être sportif de haut niveau. Je sais là où tu veux en venir et ok, on parle… On parle de l'activité physique à la fin. Non, on commence vite fait par le sommeil. Ah oui, à la fin. On parle de l'activité physique à la fin. Parle du sommeil alors. Du sommeil. Moi, déjà, ce que je voulais dire au niveau du sommeil, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ne considèrent pas leur sommeil, qui pensent que ça n'a aucun bénéfice. Alors qu'en réalité, c'est une grande base. Mais vraiment, c'est… Ah, c'est la base. C'est du dopage. C'est du dopage naturel, mais vraiment. Que tu veuilles être… performant d'un point de vue sport, compétition ou juste performant dans ta santé, être en bonne santé, c'est du dopage. Donc déjà, ça peut être juste commencer par mettre des petites routines avant de s'endormir. Ça peut être… Toi, je sais que tu lis. Ouais, moi je lis, là ces derniers temps un peu moins, mais lire où j'essaye d'arrêter les écrans un petit peu avant. Moi sur les écrans… Tu vas jusqu'à la dernière seconde. Non, je sais pas ça. Non, mais je sais qu'aujourd'hui on a les infos qui nous disent que c'est mieux d'arrêter, je sais plus, 1 ou 2 heures avant. Mais aussi on est capable d'enlever toutes les lumières bleues des écrans aujourd'hui. Donc déjà, voilà, si tu peux déjà faire ça, c'est bien. Et après, je serai pas aussi sur le truc aussi strict parce que, comment dire, moi je sais que des fois, je regarde une petite vidéo, tout ça, et ça m'empêche pas pour autant de dormir après, tu vois. Bah, en fait, c'est un peu comme tout, mais c'est comme il y a des gens qui aiment aller courir, il y a des gens qui aiment aller à la muscu. C'est fait une routine qui te convient à toi-même. Mais qui est plus saine. Qui est plus saine, ouais. Genre, en fait, on ne demande pas d'être parfait. Non. Mais c'est ça en fait, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est mets les chances de ton côté. Mets les chances de ton côté et puis considère ton sommeil. Enfin franchement, dormir 6 heures par nuit, je peux t'assurer qu'à la fin de ta semaine, si toi tu dors 6 heures, moi je dors 8 heures, ce qui je considère n'est pas non plus énorme 8 heures. À la fin de la semaine, j'ai quand même dormi 14 heures de plus que toi. Ouais, t'imagines sur une semaine? C'est presque 2 nuits de plus en fait. Non mais tu sais, 2 nuits de plus quasiment, ouais. C'est 2 nuits de plus que toi. Non mais t'imagines au bout de une semaine, 14 heures, alors imagine-toi au bout d'un mois, puis au bout d'un an, et puis sur l'échelle d'une vie, c'est énorme. Je pense que le sommeil, c'est une des seules dettes qu'on ne peut pas rembourser. Ah, tu la rembourses jamais? Tu ne peux pas rembourser. Tu as perdu 30 minutes ou 1 heure de sommeil, tu as beau dormir 1 heure de plus la semaine d'après ou le jour d'après, tu n'as pas remboursé ton sommeil. Donc voilà, essayez d'avoir un sommeil, considérez-le et mettez des choses en place pour que celui-ci soit bien. Au-delà de ça, juste pour finir sur le sommeil, sauf si tu veux rajouter des choses là-dessus, c'est d'avoir un rythme de sommeil. Les spécialistes du sommeil en parlent très bien, mais essayez de vous coucher à la même heure, de vous réveiller à la même heure, c'est important pour que ton rythme soit pris et que tu ne sois pas déphasé. Moi personnellement, je le dis tout de suite, dès que je me couche 1 heure ou 2 après l'heure à laquelle j'ai l'habitude de me coucher, c'est l'enfer. Mais c'est l'enfer total. Donc voilà, je sais que moi le sommeil c'est un pilier fondamental pour moi, pour mes athlètes, j'essaye de leur en parler. Même si certes, oui, je travaille avec des sportifs d'endurance et ils peuvent être confrontés à des épreuves où tu vas passer 20 heures dehors et malheureusement, tu ne vas pas dormir. Oui, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et il va falloir s'entraîner pour ça. Mais encore une fois, c'est des dettes que tu ne peux pas rembourser, donc mets toutes les chances de ton côté pour ne pas avoir de dettes et dors un maximum, quoi. Trouve quelque chose qui te convient. Il y a des gens, dormir 6 heures, ça leur convient très bien. Il y en a d'autres, c'est 9 heures. Ouais, j'allais venir là-dessus. Déjà j'allais venir sur le fait que… donc déjà, il y a différents chronotypes. Il y a des gens qui genre, par nature, se lèvent plus tôt ou d'autres se couchent plus tard et se lèvent plus tard. Bref, donc déjà, essaie d'identifier un peu ton chronotype. Alors, le problème, c'est que des fois, avec le travail, les obligations, tout ça, tu ne peux pas respecter ton chronotype. Donc, j'ai envie de te dire, fais au mieux. Globalement, on dit qu'il faut dormir entre 7 à 9 heures de sommeil. Mais c'est pareil, il y a des gens, en effet, ils dorment 6 heures et ils vont très bien. Donc, identifie-toi ce qui te convient. Mais si quand tu te lèves, tu as la tête dans le cul et tu as du mal à te mettre en activité dès le début de ta journée, eh ben, c'est peut-être que tu n'as pas assez dormi, tu vois. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'un bon indicateur, c'est que là, on t'a pris à l'échelle à court terme, tu te réveilles, essaye de voir comment t'es, mais essaye aussi de te poser des questions si tu as des périodes où ça ne va pas.
Si tu as des périodes pendant une semaine, 2 semaines, tu sais que tu es tout le temps fatigué, tu n'arrives pas forcément à très bien t'entraîner, ou Et alors puis si même, tu es sédentaire, et même tu as des douleurs. ouais, tu as des douleurs, ou même au niveau psychologique, tu es tout le temps irrité, le Ouais. moindre sujet t'énerve, tu t'engueules avec pas mal de personnes, tu n'es pas productif dans ton travail. Pose-toi des questions, essaye de faire un état des lieux, peut-être que ça peut venir du sommeil. Ouais. Donc, C'est vrai que dans l'accompagnement qu'on fait, on peut en parler, mais moi c'est vrai qu'à part en parler et sensibiliser les gens, je fais pas grand-chose parce que le problème c'est que j'ai pas non plus envie de trop m'introduire dans leur Ouais. vie, et c'est vrai que le sommeil c'est quand même un truc qui est assez intime au final. Et oui, je suis totalement d'accord avec toi, Donc, c'est ultra intrusif. Donc au final, bah, en fait, moi personnellement, je fais rien de plus que ce qu'on est en train de faire là maintenant dans ce podcast. Sensibiliser. C'est en parler. Ouais. Mais après, je vais pas faire les choses à ta place. Et il y a des choses très simples, c'est mets un réveil pour être couché, mets un réveil pour te lever. Et c'est chiant. Je crois qu'il y a même des études, tu sais, sur l'effet un peu négatif du réveil. Mais voilà. Oui, Mais le faire pendant un temps, en fait, peut après te permettre de te sevrer par exemple, du réveil, tu vois. Même traquer ton sommeil, peut-être que ça peut être intéressant sur une période. Après, je le ferai pas sur du long terme Non, parce que c'est trop mentaliser le truc. Et au c'est trop final, de contraintes et au aussi. final, c'est trop C'est chiant. des contraintes. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du sommeil. Ouais, prendre en considération son sommeil. Deuxième pilier, avant de passer à l'activité physique, qui est notre domaine de compétences cible. La nutrition. La nutrition, ouais. On va pas s'étaler trop longtemps là-dessus. Je pense que le premier pilier de la nutrition, alors certes, vous allez dire oui, mais l'impact au niveau économique, j'ai pas forcément l'argent pour éviter tout ce qui est transformé. Ouais. Toi, Le produit brut. au final, qu'est-ce que tu dis à tes clients? C'est quoi tes recommandations par rapport à la nutrition? Qu'est-ce que je dis à mes Et clients? moi, je peux donner les miennes après. Oh, alors, au niveau personnel, je vais prendre déjà l'objectif de la personne, maigrir, grossir, enfin prendre de la masse, être performant. Enfin voilà, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est de la physique, l'alimentation. C'est de la thermodynamique. Ouais. Ouais, mais au-delà de ça, c'est même des mathématiques. C'est si tu rentres plus d'énergie que ce que tu en dépenses, alors tu vas stocker cette énergie, donc tu vas prendre de la masse ou grossir. Ouais. Ok. Donc Inversement, donc là, du coup, il parle des calories. Ouais, jamais des calories. Ceux qui n'avaient pas compris. Pour Les être plus calories, en fait, explicite. c'est de l'énergie. c'est de l'énergie. Donc ce que tu dépenses pas, tu le transformes généralement en matière grasse. Exactement. Inversement, tu dépenses plus que ce que tu apportes, automatiquement, tu as une perte de poids, tu maigris, tu sèches. Voilà, point. C'est de la physique. Donc, peut-être essayer d'aller voir un professionnel juste pour faire un état des lieux de nos dépenses énergétiques au quotidien. Ça, ça peut être intéressant. Ouais. Savoir où tu en es. Ou Je alors dis pas des qu'il faut tout peser, tout calculer. Loin de là. Juste être sensibilisé. Et encore une fois, comme tu l'as dit, d'un point de vue activité physique, au niveau nutrition, c'est l'éducation. Personne n'est éduqué à la nutrition. Personne. Non, à part manger 5 fruits et légumes par jour, c'est Voilà, vrai qu'on n'a super. pas grand-chose. On n'a rien du tout. Donc ça, c'est déjà un des premiers points que j'aborde, c'est savoir quel est ton objectif et comprendre la physique de la nutrition. Après, deuxième point, c'est un peu plus pour les personnes d'un point de vue performance. J'accompagne mes athlètes sur la nutrition pendant l'effort. Voilà, mais ça c'est Très important oui, en mais endurance. oui, c'est très important, mais c'est vraiment un petit point de la nutrition globale. Donc ça, on le laisse de côté. Et après, au niveau nutrition de tous les jours, j'essaye surtout de, encore une fois, éduquer la personne en fait. Pas de lui donner un plan alimentaire parce qu'encore une fois, c'est pas mon métier. Il y a des nutritionnistes pour ça qui sont diplômés, mais juste transmettre les connaissances parce que si déjà tu ne sais pas ce que c'est les macronutriments, glucides, lipides, protéines, Ouais. tu ne sais pas leurs bienfaits et leur À quoi ils servent, intérêt, ouais. voilà, la raison ils servent. pour laquelle les À quoi consommer. ça sert? Comment veux-tu, toi, avoir une bonne nutrition? Donc voilà, j'essaye, encore une fois, comme on a fait sur le sommeil, de sensibiliser la personne, faire un petit peu attention là-dessus. Mais le point clé, c'est, encore une fois, selon moi, éviter les produits transformés un maximum, prendre le produit brut. Et puis, je ne suis pas très bien placé pour parler là-dessus, mais j'aime pas cuisiner, mais essayer de cuisiner un max, quoi. Ouais. Éviter de prendre du tout fait. Moi, du coup, mes directives, elles sont assez simples parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de trop compliquer l'alimentation. Non. Au que ça reste un plaisir. risque après, soit que ce soit pénible ou alors après de tomber dans des dérives, tu vois, tout ce qui est TCA, tout ça. Mais en gros, moi, c'est
à chaque repas, il faut que tu aies tes 3 sources de macronutriments, Voilà. lipides, protéines et glucides. Tous ceux qui arrêtent les glucides, pour moi, c'est une erreur. pour moi, c'est une erreur, Non, mais je peux comprendre que dans un certain contexte, ça puisse fonctionner, mais pour moi, ce n'est pas la chose à faire, surtout si tu es actif. Oui, mais au-delà de ça, si on rentre un peu plus dans les détails, 1 gramme de protéines, ça t'apporte 4 kilocalories, 1 gramme de glucides, ça t'en apporte 9. En gros, en termes d'efficience, tu manges moins en niveau quantité, mais t'apportes plus. Ok. Donc, tu vois où je veux en venir, Bien c'est sûr. Quel serait l'intérêt de consommer moins de glucides alors que ça t'apporte énormément. Voilà pourquoi, selon moi, c'est une erreur. J'ai plus les chiffres des calories sur les grammes des macronutriments. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça. La règle, c'est qu'à chaque repas, tu dois avoir ces trois macros, surtout des protéines, parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'ils mangent suffisamment protéiné, mais la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. C'est loin d'être. On est vraiment en dessous, et si tu ne manges pas suffisamment protéiné, au final, tu viens taper dans tes stocks de protéines, et ton premier stock de protéines, c'est tes muscles. Voilà. Donc c'est pour ça que ça fait c'est aussi super important pour les personnes un peu plus âgées, parce que elles sont sédentaires, enfin de plus en plus sédentaires par rapport à ce qu'on a dit avant. Du coup, fonte musculaire, et puis après, c'est des personnes qui sont plus dépendantes en fait. Ah oui. En fait, qui deviennent dépendantes en fait, qui ont besoin d'être aidées. Ouais, et au-delà de ça, si on veut être très simpliste, c'est vraiment une image. Ton muscle, c'est de la protéine. Ouais, c'est ça, ouais. Donc si tu n'en apportes pas… C'est un steak. Ouais. Pour nourrir ton steak, il faut que tu manges un steak. Pas obligé, mais bon, bref. Désolé les végétariens. Donc pour moi, c'est ça, avoir ces 3 sources-là. Et en fait, c'est tout. Et en fait, en fonction de ton objectif, je vais adapter ça. Si tu veux perdre du poids, ok, peut-être qu'on va pouvoir baisser un peu les lipides. Mais au final, on sait que la règle qui régit un peu tout, c'est la balance énergétique, la dépense calorique. Donc, créer ce déficit calorique, on ne rentrera pas plus dans les détails. Et ceux qui disent, oui, mais j'ai une pathologie qui fait que nanani, nanana, qu'il y a un dérèglement hormonal, ok, certes, c'est possible, mais dans tous les cas, ça veut dire que tu n'es pas en déficit calorique si, par exemple, tu ne perds pas de poids. Voilà, bon, bref. Ouais, puis si on veut juste finir là-dessus, parce que tu as parlé de la balance énergétique, ce qui est… Au final, on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé, c'est la base, c'est un des concepts de base. Et si on reprend l'exemple de la voiture que j'avais pris dans la blessure, j'avais pris une voiture, on va prendre cette même voiture, imaginons que tu lui mets pas d'essence, elle avance pas. Ouais. Okay, donc automatiquement, si toi tu n'as pas assez d'énergie, tu n'as pas d'énergie pour travailler, tu n'as pas d'énergie pour faire de l'activité physique, tu n'as pas d'énergie pour être productif, pour réfléchir. Enfin bref, cette énergie, c'est l'alimentation. Donc encore une fois, selon ton objectif, pense à l'énergie que tu apportes et l'énergie que tu dépenses, la balance énergétique. Super important. Et puis pour l'activité physique. Activité physique, vas-y. Vas-y, fais-toi plaisir. Par où commencer? Moi j'ai envie de te dire, commence par parler aux personnes qui pensent que le sport, c'est le haut niveau. Ouais, alors moi je m'entraîne presque tous les jours. On va dire 6 jours sur 7. Ouais, moi personnellement, j'ai eu des périodes où je m'entraînais 4 jours, des périodes où je m'entraînais 5 jours. Ces derniers temps, j'essaye de tester 7 jours sur 7 pour voir l'impact que ça a, parce qu'encore une fois, l'entraînement est une expérience. Donc voilà, j'essaye de tester un peu là-dessus sur 7 jours sur 7. Les résultats sont pas dingues. Peut-être gérer un peu sa charge d'entraînement. Ouais, un petit peu. En tout cas, voilà, c'est à peu près comme ça qu'on s'entraîne. Moi, c'est 6 jours sur 7. Et il y a beaucoup de gens qui viennent me dire ouais, mais toi, en fait, tu t'entraînes comme un sportif de haut niveau. Et en fait, je pense pas que ce soit vrai. Je pense que ceux qui sont sportifs de haut niveau s'entraînent bien plus que ça. Et en fait, c'est pas parce que tu t'entraînes tous les jours que c'est pour être sportif de haut niveau. On est vraiment très loin du compte. Peut-être que ça pourrait être intéressant de faire intervenir, si on arrive, un sportif de haut niveau pour vraiment qui nous donne un peu, tu vois, tous les sacrifices qu'il doit faire. Parce qu'on l'a déjà dit, mais en gros, quand tu fais du sport de haut niveau, il faut accepter de sacrifier une partie de ta santé. Et pour autant, ta santé reste quand même ton pilier de performance. Donc c'est un peu contradictoire, mais c'est la réalité du truc. Si on veut donner des chiffres, très concrètement, un sportif de bon niveau en sport d'endurance, il va s'entraîner 15 heures par semaine, ok, 15-20 heures. C'est déjà un très bon niveau. C'est un mec qui est 15-20 heures par semaine, je te laisse faire le calcul, ça fait presque 3 heures par jour. Fais gaffe, il est peut-être atteint de bigorexie. Donc, c'est quoi la bigorexie? Ouais, t'inquiète. Donc,
15-20 heures, si on prend un sportif de haut niveau en période de stage, c'est jusqu'à 35, 40, 45 heures par semaine. Et des fois, ça, c'est même genre juste la discipline d'endurance. Par exemple, oui. juste la course à pied. Voilà, donc, si derrière, il fait de la prépa physique, tu peux rajouter encore quelques heures. On est très loin du compte. Très loin du compte. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas quand même s'entraîner 15-20 heures par semaine. C'est Non. pas ce qu'on est en train de dire, mais que c'est pas parce que tu t'entraînes tous les jours que tu vas être sportif de haut niveau. Un autre truc aussi, c'est construire du muscle. Souvent, on pense que construire du muscle, c'est juste pour et soulever des grosses barres aussi, hein, j'ai envie de dire. Ouais. C'est juste pour flex. Gonflette. Ouais, la gonflex, c'est pas vrai. C'est pas juste pour ça. Il y en a aussi qui pensent que prendre du muscle, en gros, ça sert à rien, quoi, en fait. Oui, Ça sert à rien. alors que ça t'aide dans la vie de tous les jours. Alors qu'en fait, quand il faudra soulever ton canapé lors de ton déménagement, on verra si avoir du muscle, ça sert à rien. Quand il faudra aller faire une randonnée avec tes potes parce qu'ils t'auront dit d'aller faire une randonnée, les muscles, c'est tes jambes. Voilà. Donc ça. Et au-delà de tout ça, un pilier de la santé, c'est ton cœur. Ton cœur, ton cœur, c'est un muscle. Ton cœur, Voilà. ton cœur, c'est un muscle. Donc, Mec, tu arrêtes de compléter mes phrases. donc il faut aussi muscler son cœur. Donc ça passe par du travail d'endurance fondamentale, en fait. Ouais. De basse intensité ou même de haute intensité. Ouais, ou même de haute intensité. Et puis même lors de musculation, ton cœur travaille. Hein. Et ce que je voulais dire aussi sur la prise de muscle, c'est que il y a aussi des gens qui disent ah non, moi je veux pas soulever des charges parce que sinon je vais prendre du muscle, donc je fais que du poids de corps. Alors déjà, penser qu'on peut pas prendre du muscle au poids de corps, c'est une erreur. Grosse erreur. Regarde tous ceux qui font Regarde là. Non, mais regarde tous ceux qui font du street workout. Alors certes, c'est un niveau de pratique qui est ultra élevé, mais regarde les physiques qu'ils ont et ils font que du poids de corps. Donc juste pour dire que déjà c'est faux, et puis le fait de soulever des charges, ça te permet de construire ta progression. Oui, mais et puis tu vas pas prendre du muscle comme ça. Tu sais, il y a cette fameuse phrase là, ah non, je vais pas passer mon permis de conduire parce que... en gros, c'est comme si tu disais, je veux pas passer mon permis de conduire parce que j'ai peur de devenir pilote de Formule 1. Bah non, c'est pas parce que tu vas soulever des charges que tu vas ressembler à Ronnie Coleman ou Schwarzenegger, ouais, tu et vois. puis au-delà de ça, si on rentre un peu dans les détails, genre sur l'hypertrophie, le principe de base pour prendre du muscle, c'est la tension mécanique. Donc que tu aies de la tension mécanique à charge lourde ou au poids de corps, si elle est élevée, tu prends du muscle. Ouais, oui. Donc non, c'est faux tout ça. Faut arrêter de penser que la charge te fait devenir beaucoup plus solide. Alors oui, encore une fois, si tu n'as jamais soulevé de charge, les premières charges que tu vas soulever vont développer une certaine masse musculaire. Ouais. Mais au bout d'un moment, tu vas jamais devenir Ronnie Coleman, ça. Non. Et puis au final, les physiques que tu trouves musclés ou trop musclés ont demandé des années de travail. Ouais. Ont demandé des années de travail. Et nous, on te demande de travailler sur des années, en fait, même toute ta vie au final. Toute ta vie. Mais même pas forcément t'entraîner tous les jours. Mais c'est juste pour dire que si tu t'entraînes tous les jours, ça ne veut pas dire que tu es sportif de haut niveau. Vraiment Non, pas. Loin de là, loin de là. Et donc, on sait déjà que l'activité physique, que ce soit le travail d'endurance, on va dire cardiovasculaire à haute ou basse intensité, ou plutôt le travail de force et de développement musculaire, permet déjà de traiter la plupart des maladies chroniques qui sont non transmissibles. Donc il y a les maladies cardiovasculaires, il y a tout ce qui va être diabète, il y a tout ce qui va être cancer. Ouais. Il y a aussi un énorme point positif dont on n'entend jamais parler, mais c'est le boost du système immunitaire. C'est énorme. C'est le fait de faire du sport, augmente les capacités de ton système immunitaire, ce qui fait que tu es encore plus résilient face aux maladies, face aux infections. Ah ouais, et tu vas dans des périodes comme le Covid, le coronavirus, où tu arrêtes tous les gens, tu arrêtes toutes leurs activités physiques, forcément que le risque derrière, c'est qu'une fois que tu réouvres tout, les gens, en fait, vu ils portent des masques tout le temps, ils sont plus exposés à l'environnement et puis à l'activité physique, il y a de gros risques derrière qu'il y ait des maladies comme ça qui se développent, etc. Et je pense que ce que tu viens de soulever là, le boost du système immunitaire, c'est un des trucs le plus sous-estimés. Hein. Ouais, c'est clair. Le plus sous-estimé. C'est clair. Et puis, dernier point, je pense, sur l'activité physique. On en a parlé dans le podcast sur la blessure, mais c'est que, au final, quand tu es blessé, que tu as une blessure qu'on appelle musculo-squelettique, en gros, tout ce qui va être articulaire, pour faire simple, la meilleure chose à faire, c'est bouger. C'est bouger parce que c'est ce qui va t'aider à faire circuler tout ton système sanguin et lymphatique,
parce que c'est ce qui va t'aider à replacer de la contrainte sur tes tissus. Donc ça va les aider à cicatriser et puis à récupérer, en fait, à devenir plus résilient. Enfin bref, Non. le mouvement, c'est la base. Le mouvement, c'est la base. Et si on prend encore plus la base des bases, quand tu es blessé, tu vas voir qui en général? Un kinésithérapeute. C'est quoi? Kiné. C'est-à-dire quoi? Je sais plus ce que ça veut dire, mais Ça veut kiné, dire kiné, c'est par rapport la au thérapie mouvement. par le mouvement. Ouais, c'est ça, voilà. Kinésithérapie. Thérapie par le mouvement. Thérapie Voilà. par le mouvement. Donc si ton kiné fait que te masser et te placer des électrodes. Non, je rigole parce que dans certains cas, dans certains contextes, C'est la vérité. la méthode. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que dans certains cas, la méthode passive a ses, Ah oui, oui, a oui. ses intérêts. Et je suis Bah, pas, de ouf. on n'est pas en train de cracher sur la profession ou quoi. Non, mais elle a la méthode passive a sa place dans la rééducation. Mais la T'as une base, fourmi. Non, vraiment. c'est ça les aléas de l'extérieur, c'est qu'il y a une fourmi. Mais en tout cas, l'actif sera toujours, selon moi, le plus fondamental. Donc, je pense qu'on a donné des directives par rapport à l'activité physique, parce que c'est là-dessus qu'on veut insister. C'est, tu peux t'entraîner tous les jours. On ne dit pas de le faire, mais tu peux t'entraîner tous les jours. Tu peux. Il faut que quand tu t'entraînes, tu aies quelque chose qui va développer ton système cardiovasculaire et respiratoire à basse et haute intensité. Donc basse intensité, généralement, ça va être de la longue durée. Donc ça peut être de la rando, ça peut être juste… au final, ça peut être juste marcher, tu vas te balader en ville le week-end. C'est simple, quelqu'un qui est pas forcément très très sportif, sa basse intensité, c'est de la marche. C'est de la marche. C'est de la marche. C'est ça. Ou alors tu cours à 9 minutes au kilomètre. Je t'assure que 9 minutes au kilomètre, c'est de la marche rapide. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, encore une fois, les 10 000 pas par jour, c'est quand même un bon indicateur. Quand même. Voilà, c'est ça. Donc, C'est pas assez, mais c'est un bon indicateur. Ou Donc de la basse haute intensité, intensité. Ouais. de la haute intensité, parce que Eh, le jour où il y aura une invasion de zombies et que tu n'es pas capable de lâcher un sprint parce que ton cœur ne suit pas, t'es mort, t'es foutu. Non mais, tu vois, c'est vrai. Enfin, j'ai hâte d'être à ce jour. Voir les sportifs et les non-sportifs. on verra là où la sélection naturelle nous emmènera. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas une côte à monter parce que sinon tes mollets vont chauffer. Bref, donc en tout cas, faire de la basse et de la haute intensité pour ton cœur et le côté pulmonaire aussi. Et puis aussi construire du muscle parce que c'est la base, quoi. Ouais, avec l'entraînement en résistance. Ton corps, c'est un moment, c'est des leviers et des poulies. Et qu'est-ce qui active tout ça? C'est tes muscles. Tes Donc, muscles, tes tendons, ton tissu en fait. Ouais, c'est ça. Tissu. Et puis, tu vois, on en parlait dans le cas des personnes âgées. On sait qu'avec l'âge, tu as une atrophie qui se met en place, tu as une fonte musculaire. Sarcopénie. Et c'est ce qui fait que ces personnes-là deviennent dépendantes. Elles ont besoin d'aide et tout ça. Alors que si tu continues de maintenir cette activité physique et que musculairement tu t'entretiens, en fait, tu gardes ton indépendance. De fou. Et tu retardes au final ta dépendance. Encore une fois, en fait, on en revient à ce qu'on a dit, c'est mets les chances de ton côté. Pour perdurer. Mets les chances de ton côté. Voilà, je pense que c'est le bon moyen de clôturer le podcast. Ouais. Ça fait déjà 58 minutes. Je pense qu'on a tout dit. Moi, j'ai rien de plus à rajouter. Moi non plus, on a traité les causes de mortalité évitables qui sont quand même un principe de base qu'il faut en fait, il faut se remettre en question. Et après, on a donné des pistes pour être acteur de sa santé, en fait, tout simplement. C'est ça. Sois acteur de ta santé parce qu'en fait, une vie, t'en as qu'une. Et puis, personne ne va être acteur de ta santé à part toi-même. Hein. Ouais, personne ne va le faire à ta place. Ah oui, vraiment. Non, ça, mais ça, c'est réel. Hein. T'es le seul acteur de ta santé, donc prends-en soin. Merci d'avoir écouté, pas ce long podcast, mais ce podcast sur un domaine qui est un peu plus vague, un peu plus large, la santé en général. On va revenir, on vous promet, sur des podcasts un peu plus axés sur le sport et l'activité physique en lui-même. Ça restait quand même très axé. Restait quand même très axé, même si on a traité pas mal d'autres sujets. Donc voilà, merci Nathan. On peut te retrouver où sur Instagram, @nadjack, plus jamais faible. Voilà, simple. Et toi? Ok, pas mal. Moi, pareil, Insta, Train to Summit, Gianni Colli, préparateur physique. Et puis le podcast aussi. Et puis le podcast, évidemment, sur toutes les plateformes de téléchargement et d'écoute. Toutes les plateformes d'écoute. Et n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à le regarder en live.
avec ce magnifique paysage. En plus, on a vu que sur Spotify, on pouvait mettre la vidéo. Donc, Ouais. on va essayer normalement de faire ça, On va vous la mettre. On va vous la mettre. On va Voilà. pas essayer, on va vous la mettre. la vidéo. Et voilà. Bah, merci pour votre fidélité, pour ces 3 premiers épisodes. Et puis on se retrouve sur le prochain. On sait pas encore lequel c'est, mais N'hésitez pas à partager. ouais, partagez. Ciao.